le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlichi Dorelas pour présenter cette page. À Jacques Mel pour présenter le Grand Journal. René François et Smith Jean-Julien Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Guerre en Ukraine, la situation sur le terrain au 56e jour, les combats dans le Donbass continuent de s'intensifier, les forces ukrainiennes repoussant de nombreuses tentatives d'avancée de la Russie. Voici un reportage à signer Euronews. Les combats dans le Donbass continuent de s'intensifier, les forces ukrainiennes repoussant de nombreuses tentatives d'avancée de la Russie, selon le ministère britannique de la Défense. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, les Russes n'ont pas entièrement mis en place les conditions d'une offensive de grande envergure. Ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour reconstituer les forces retirées de la bataille de Kiev et les préparer correctement à une nouvelle offensive dans l'est de l'Ukraine. De violents combats se poursuivent tout au long d'une ligne de front de 480 km. Les forces russes semblent tenter de réaliser un large encerclement des troupes ukrainiennes sur plusieurs axes, à Izium par le sud-est et à Donetsk par le nord. Elles poussent aussi vers l'ouest à partir de Popasna et de Sievierodonetsk. À Izium, près de 80% des bâtiments résidentiels de la ville ont été détruits et les lignes de train ont été coupées, a indiqué le maire adjoint de la ville. Le ministère britannique de la Défense estime que l'incapacité de la Russie à éradiquer la résistance à Mariupol et que ces attaques aveugles qui ont porté atteinte à la population civile témoignent de son incapacité à atteindre ses objectifs aussi rapidement qu'elle le souhaiterait. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, le rythme des opérations russes continue de suggérer que le président Vladimir Poutine exige une offensive précipitée pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, peut-être pour le jour de la victoire le 9 mai. La hâte et la préparation partielle de l'attaque russe risquent de nuire à son efficacité et de compromettre son succès. Selon les renseignements de la défense britannique, il existe toujours un risque de frappe de précision contre des cibles prioritaires dans toute l'Ukraine. Ces attaques montrent l'intention des Russes d'essayer de perturber l'arrivée de renforts et d'armes ukrainiennes vers l'est du pays. Le ministère russe de la Défense affirme que ses forces ont frappé plus de 1000 installations militaires ukrainiennes pendant la nuit. Nous restons toujours en Ukraine. L'Ukraine affirme que les combats à Mariupol compliquent les négociations. Voici un reportage à signer CGTN News. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, affirme que la prochaine étape de l'opération militaire spéciale en Ukraine sera un moment important. Dans une large interview à la télévision indienne, s'exprimant en anglais, M. Lavrov a insisté sur le fait que la Russie ne vise que les infrastructures militaires, mais a déclaré que les dommages causés aux civils par les activités militaires sont toujours terribles. Lorsqu'il a été pressé, il a déclaré que toute allégation selon laquelle des soldats russes auraient violé des lois et enregistré et fait l'objet d'une enquête. Le plus haut diplomate russe n'a pas nié la possibilité que Moscou utilise des armes nucléaires, mais il a souligné le rôle de son pays dans la promotion de la déclaration antinucléaire. M. Lavrov a déclaré que la Russie n'essayait pas de mettre en œuvre un changement de régime à Kiev, mais il a concédé que si certaines parties de l'Ukraine veulent organiser des référendums sur l'adhésion à la Russie, ce serait une expression de la démocratie. Dans le même temps, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré que ses forces mettaient systématiquement en œuvre leur plan pour, selon ses termes, libérer la région du Donbass. Il a insisté sur le fait que des mesures sont prises pour que la vie revienne à la normale. Aux États-Unis, la mort de Congolais par un policier. L'autopsie confirme la mort par balle du Congolais Patrick Lyoya. Voici un reportage à signer Africa News. Une autopsie a confirmé que Patrick Lyoya, le jeune Congolais de 26 ans, a été abattu d'une balle à l'arrière de la tête par un policier blanc dans l'État du Michigan le 4 avril dernier, alors qu'il se trouvait face contre terre. Selon les conclusions du médecin légiste, les faits correspondent à la dernière vidéo publiée
par le chef de la police de Grand Rapids. Tenant le crâne en main, le docteur Winner Spites a montré l'endroit où la balle a pénétré le jeune homme. Aujourd'hui, sur la base de preuves scientifiques, nous pouvons confirmer que Patrick Lyoya a reçu une balle à l'arrière de la tête. C'est maintenant la preuve scientifique de ce meurtre tragique et de ce que sa famille croit être une exécution. Le médecin légiste a pratiqué l'autopsie le week-end dernier dans un salon funéraire de Grand Rapids. Ce pathologiste médico-légal de 95 ans a participé aux enquêtes sur l'assassinat de Martin Luther King. Entre la seconde où il a sorti l'arme et celle où il a tiré et tué Patrick, il s'est écoulé quelques millisecondes. Comme Ben l'a dit, il n'a jamais donné d'avertissement verbal, ce qui est requis par la loi fédérale. Patrick Lyoya a été tué après un contrôle routier dans l'ouest du Michigan. Il n'était pas armé. À Londres, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, se rapproche un peu plus d'une extradition aux États-Unis, qui veulent le juger pour espionnage, après une décision formelle de la justice britannique mercredi. Les explications de Marie Billion, journaliste pour France 24 à Londres. Elle a duré seulement 7 minutes. Julian Assange était présent via un lien vidéo depuis la prison de Belmarsh. Son épouse, Stella Morris, qu'il a épousée dans cet établissement carcéral le mois dernier, ainsi que l'ancien chef du Parti travailliste de l'opposition, était présent dans le tribunal. À l'extérieur, il y avait de nombreux soutiens de Julian Assange et le magistrat a dit qu'il n'avait pas d'autre choix ce matin que de référer le dossier à la ministre britannique de l'Intérieur. Il faut dire que le mois dernier, la Cour suprême avait rejeté l'appel de Julian Assange contre son extradition. C'est donc désormais à Priti Patel de prononcer ou non, de confirmer ou non cette extradition. Les avocats de la défense peuvent prendre formellement contact avec la ministre pour l'en dissuader. Ils peuvent aussi faire appel dans les 28 prochains jours. Le feuilleton judiciaire n'est donc pas forcément terminé. Il dure depuis 10 ans lorsque Julian Assange en 2012 avait pris refuge dans l'ambassade du Venezuela pour échapper à cette extradition vers les États-Unis où il est accusé d'espionnage pour avoir diffusé 700 000 documents classifiés. Aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. De nombreuses associations estiment que s'il est extradé, ce sera une attaque contre la liberté de la presse. Monsieur la guerre en Ukraine, que dit la presse? Invitée à l'émission Touche pas à mon poste sur C8 en France, Madame Anne-Laure Bonnel a déconstruit en direct la propagande de la guerre en Ukraine et réduire la salle dans un silence abyssal. Écoutons un extrait de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Simplement, avant de commencer sur ce conflit qui est un désastre, c'est une boucherie et jamais je ne cautionnerai de guerre. Je ne les ai pas cautionnés dans le Haut-Karabakh, je ne les ai pas cautionnés nulle part, ni au Yémen, ni nulle part. Mais pour comprendre ce conflit, juste Sergueï, j'aimerais revenir là-dessus parce que j'ai écouté une de vos interviews avec un jeune là où j'ai pas tout compris. Ce qu'il faut savoir, c'est juste ce que j'aimerais placer. Pourquoi, dès 2014, il y a quand même eu des bugs. Des bugs, c'est tout ce que je veux dire, des bugs. Le 2 décembre 2014, des ingérences russes et américaines. Vous l'avez dit, dans la zone qui a été bombardée depuis 8 ans, Donetsk et Lugansk, il y avait des Russes. Mais il y avait aussi des Américains. Et j'en ai les preuves, j'aimerais juste les énoncer. Nos confrères en ont parlé, ils n'ont pas été relayés. Ce travail d'enquête avait été fait au préalable. Donc je reprends. Le 2 décembre 2014, Nathalie Jaresko, ressortissante américaine au poste de ministre des Finances de l'Ukraine. L'Ukraine lui a accordé la nationalité ukrainienne le jour de son investiture. L'Ukraine a bénéficié de l'aimable assistance du gouvernement américain à travers la visite en Ukraine du directeur de la CIA en avril 2014, John Brennan. Tout ça, je vous invite à le fact-checker. Il y a eu donc le problème de l'Ukraine, monsieur Sergueï. C'est que les États-Unis et la Russie y sont depuis le début, et l'OTAN y est également. On sait qu'il y a eu des entraînements depuis 2014 d'instructeurs russes. Je ne suis pas là pour prendre le parti des Russes. Je ne suis pas anti-Ukraine ou pro-russe ou anti-Zelensky ou anti-russe. Je suis simplement là pour rééquilibrer ce débat parce qu'il nous est en train de nous mener dans une boucherie terrible. La guerre, c'est affreux. Quand vous la vivez, quand vous voyez des corps déchiquetés, mais toute l'Ukraine est déchiquetée.
on se doit de dire quand même que les responsables, c'est pas les civils, parce que c'est eux qui en font les frais. C'est ces gouvernements-là. C'est ces gouvernements-là. Et les États-Unis n'ont pas été fair-play. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce qu'on peut imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, que l'Élysée nomme un administrateur américain à la tête de Bercy? Est-ce que ça serait possible? PDG d'investissement privé. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Anne-Laure? Qu'il y a eu de l'ingérence russe et américaine, voilà simplement. Est-ce que c'est quand même... Je pense que c'est clair. Pour vous, quelle est la cause de cette guerre? Alors dites-le. Je pense que ce sont des enjeux géopolitiques, énergétiques. Ensuite, l'Ukraine est très mal placée. C'est une zone tampon entre le continent euro-asiatique et l'Europe. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais ces propos n'engagent que moi, qu'on est en train d'assister à un bras de fer entre de nouvelles alliances qui sont particulièrement inquiétantes. Russie, Chine, Inde, Europe, Occident, et que ça peut très mal terminer. Je ne pense pas qu'on fasse la guerre par charité. Malheureusement. Et voilà, c'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Bonsoir Joannel, bonsoir Aubin, bonsoir Spédian Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps avant de partir, 57 degrés Fahrenheit sur Boston, 14 degrés Celsius. À Jacmel, 82 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. Bonsoir, passez un excellent mercredi. À demain. À demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.